Bonsoir. Démarrons avec un mot de football. À quelques semaines de l'élection présidentielle de la CAF, les tractations vont bon train pour les états-majors des différents candidats. Qu'est-ce qui a fuité de ces concertations entre les prétendants à la présidence de l'organisation? Vous le saurez dans quelques instants. Des affrontements entre élèves à Grand-Laouf font un mort. Les faits remonteraient au 5 février dernier. Qui sont les mises en cause? Nous y reviendrons. À l'international, la Nigériane Ngozi Nkojo-Iweala, elle en passe de devenir, elle, la première femme, la première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce. L'ex-ministre des Finances du Nigeria bénéficie de plusieurs soutiens importants. On en reparle dans cette édition. Et ce soir, il sera question de TNT. Non pas du groupe, mais non de la télévision numérique terrestre et de l'extinction progressive du signal analogique. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Sidi Tiemoko Touré. Il est ministre de la Communication et des Médias. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oye, qu'est-ce qui se passe, Brice? Bon, ça arrive rarement. Allez, la musique, s'il vous plaît. Allez, dérange-toi. Tu as perdu ton micro. J'ai perdu mon micro. Voilà. Tu peux me faire un striptease. Ah, t'as vu, j'ai mis la musique pour cette dame. C'est la semaine de l'amour, donc tu veux comprendre. Mais je vous ai pas entendu crier. Hier, Oh, tu sais, on est réservé et pudique. ouais, exactement. Merci Jimmy. Hier, tu voulais pas répondre à la question, je pense que voilà. Aujourd'hui, tout le C'est monde a la fait. réponse. Where is my microphone? Where is Brian? Bonsoir, Abia. Bonsoir. Désolé, j'ai été obligé d'utiliser quoi? les grands moyens. De quoi? Rapidement. De quoi? J'étais obligé de sortir. J'ai rien vu. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le musicien de l'amour s'appelle Serge Kouachi. Bonsoir. Il avait toute la musique qui partait avec le... Allez. Ah, dis donc. On est prêt, on est prêt. Il a du rouge, il porte du rouge. Madame Bleu, bonsoir. Bonsoir, Brice. Que disent les rumeurs à propos de votre absence d'hier? Les rumeurs. Ouais. Mais Il y a des du rumeurs. tout. Je me La reposais toile. juste un peu pour être en forme, pour venir Des priorités vous dans la retrouver vie, parce c'est qu'on ça. m'avait manqué. La donc, toile dit autre chose. Ah bon? Aussi. Faut pas écouter Oui, souvent oui. la toile. Ah oui. Parfois, il peut y avoir des fake news. Et là, Ah, du coup, ouais. Bon, venant d'Élite Brou, On profite pour avoir été piraté en plus. elle a une grande bouche, là, toi. Elle a une grande bouche. je te dis. Je te le conseille. Sophia Aïda, comment ça va? Très bien. Et toi, Oui, Brice? yeah. Comment s'appellent ces boucles, ce type de boucles? Tassel earrings. Earrings. Tassel. Tassel. Tassel, c'est, j'apprends. je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est... En tas, ça dit en tas. Non, les pompons. Elle a dit ça veut dire en tas. Les pompons. Les pompons, Voilà, ok. des pompons. Ah, en anglais, c'est Mais tassel. tassel. Yeah. Tassel. c'est maghrébin, ça, vous savez. Ah bon? Ouais, c'est arabe. Ah bon? bien. Tu es Ça sûr? vient de chez nous. On apprend beaucoup de choses sur ce plateau. Ouais. Tassel. Tassel. Tassel Tassel. earrings, yeah. That's good. OK. What is... Oh, pardon, je suis parti en anglais tout de suite. Non, ça n'est pas aller plus loin. Pas de neuf chez nous. Dans le reste du monde, l'actualité, les jours, c'est maintenant, c'est dans les live actu. Alors, on va commencer par du sport. Sophia Aïda, avec vous, Yes. concernant l'élection à la présidence de la CAF. La Côte d'Ivoire est à l'offensive. Oui, alors hier, nous parlions de rebondissement au niveau de la CAF, de la candidature d'Ahmad Ahmad qui a été renvoyée à la FIFA. Aujourd'hui, on va parler de la course à la présidence de la CAF, plus particulièrement de la Côte d'Ivoire. Alors, les 5 février et samedi 6 février, donc vendredi 5 février et samedi 6 février 2021, le ministre François Albert Amichia donc a été envoyé par le président de la République Alassane Ouattara et a été reçu en audience respectivement par les présidents Alpha Condé de la Guinée et Macky Sall du Sénégal. Alors, l'objet de ces rencontres, c'était la candidature de Jacques Anouma pour l'élection à la présidence de la CAF qui est prévue pour le 12 mars 2021, comme on le sait. Et l'enjeu est d'unir l'Afrique de l'Ouest autour d'un même candidat, en l'occurrence celui de la candidature de Jacques Anouma. Alors le ministre François Albert Amichia s'est exprimé à ce sujet en disant, je cite, « Le président Alassane Ouattara a sollicité le soutien de son peuple et de soutien de son ami et du peuple frère de Guinée afin que la candidature de Jacques Anouma
soit porté par toute l'Afrique de l'Ouest pour que les chances soient beaucoup plus grandes de pouvoir porter l'expérience du football ouest-africain à la tête de la Confédération africaine de football. Alors, pour ce qui est de sa mission au Sénégal, parce que donc il s'est rendu en Guinée puis au Sénégal, l'émissaire du président de la République a fait la précision suivante. Nous avons plutôt recommandé aux deux candidats, donc Jacques Anouma et Augustin Senghor, de se parler afin de trouver une solution qui privilégie la sous-région. Mais il est bien entendu que les fédérations et les deux ministères en charge des sports vont continuer la concertation. Nous avons convenu sur les conseils de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, que les deux candidats qui sont les forces vives de l'Afrique de l'Ouest puissent se rencontrer et continuer le dialogue. Donc dans le même motif, le ministre Amichia a rencontré les autorités gambiennes le lundi 8 février 2021. Et puis le ministre des Sports, Dao Paulin, s'est quant à lui rendu dans mon pays, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. Il y a toujours un placement de produits, un placement de pays tous les jours. Et au Congo-Brazzaville, afin justement donc, de glaner d'autres voix pour le candidat Anouma. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que vous y croyez en cette forme de candidature unique? Totalement. Collaboration. Moi j'y crois. Moi, je ne pense pas parce Moi, j'y qu'après, crois. on parle de la CAF et on parle de leadership continental donc dans la gestion du football africain. C'est vrai que nous sommes des pays frères, donc la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mais c'est quand même deux candidats également qui vont représenter, qui pourraient représenter leur pays, donc qui devraient céder sa place à l'autre Moi, j'y pour des crois. questions de candidature commune pour l'Afrique de l'Ouest. Ce serait l'idéal, ce serait l'objectif, ce serait l'idéal. Ça- Mais qui va céder finalement? Ça, vous y croyez-vous? Oui, beaucoup, parce que je me dis qu'après, c'est vrai que, bon, au-delà du fait que nous soyons des pays frères, mais il y a l'ancienneté, il y a le niveau de responsabilité tenu au sein de ces instances du football, que ce soit national, international et comme international, il y a tout ça qui prime, donc je pense que... Et puis C'est ça l'occasion. moi, je... J'entends une voix le quelque candidat part entre sénégalais le aussi de Sénégal et faire la ses France. preuves également. Mais exactement. Ouais, enfin, oui, mais après, je pense qu'ils peuvent collaborer. Et puis, je pense qu'il y a une espèce de souffle d'unité en Afrique en ce moment, surtout en Afrique de l'Ouest. On l'a vu, Dans le football. on l'a vu à l'Union africaine avec justement donc la candidature du président Macky Sall, justement, qui avait été Une forme de plébiscite. mise en avant à l'unisson. Mais donc moi, j'y crois personnellement. Rabia n'y croit pas trop. moi, enfin, Non, Rabia ne veut pas. Je dirais pas que j'y crois pas. Ce que je dis, c'est que déjà l'initiative est à saluer. Ouais. Le fait qu'on prenne déjà l'initiative de cette volonté-là de pouvoir s'unir. Après moi, je suis curieuse de savoir ce qu'ils vont se dire en fait quand ils vont se voir tous les quels sont les deux. arguments qui Voilà, vont- voilà. Et puis après. Sur quoi est-ce que, je veux dire, qu'est-ce qui va jouer en faveur de la Côte De d'Ivoire l'un, ou de du l'autre, Sénégal? ouais. Mais si vous voulez un avis purement subjectif, j'ai bien envie de voir Bah oui. Senghor. Non, mais en fait, c'est un peu comme deux quoi. prétendants qui Drague une une même go, pour faire Ouais. court comme Sophie Aïda. Petit, je suis ton grand frère. Voilà. Et puis, non, le vieux, ton grand frère, toi, même, là, c'est toi qui prends. Elle aussi, il faut me donner. Faire Non, mes mais preuves. il n'a pas encore pris, donc voilà. En tout cas, c'est une grosse Après, opération il y a de une question lobbying, de leadership, il y a oui. une question d'influence. D'influence. Il y a beaucoup Puis de résultats, Moi, j'y crois pas peut-être, vraiment, je j'y sais crois pas pas. trop. Personnellement, j'y crois pas trop. Je suis En du même tout cas- avis que toi, je ne crois pas. On parle de football. Tu vois, c'est pas pareil que l'Union africaine. Bon, après, ce sont des chefs d'État, mais en connaissant le monde du football qui est dominé par beaucoup d'intérêts économiques, de leadership, de problèmes d'ego, surtout. Bon, on l'a vu également ici avec la FIFA. On le voit également avec la FIFA, avec des situations de scandale à n'en point finir au sein des grandes instances. Bon, Et puis, qui on va parle de céder sa fédération place à forte. l'autre? Je veux dire, On pourrait- cette concertation-là aurait été, permettez-moi l'expression, avec la Fédération du Niger, qu'on estime. Bon, Oh, là, c'est tendancieux. Wow. non, c'est pas tendancieux, excusez-moi. Le Niger est un pays Non, de toutes les fort. fédérations fortes, je pense dans le classement, on ne classe pas la Fédération du Niger comme étant l'une des fédérations. En tout cas, le football nigérien, que je respecte. Et c'est comme ça que tu vas faire un jour. Hein, Comment on sera battu en finale. Ils nous ont tapé il n'y a pas longtemps. Ils nous ont déjà tapé il n'y a pas longtemps. Donc, je retire même. Finalement, je le retire. En tout cas, let's wait and see. Mais rappelons quand même que l'élection donc, à la présidence de la CAF aura lieu le 12 mars 2021 et que depuis le 26 janvier 2021, la FIFA a donc validé les candidatures de 4 prétendants au fauteuil de la présidence de la CAF, à savoir donc l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sud-Africain, le milliardaire Patrice Motsepe. C'est vrai qu'on a essayé, et puis ça, je regarde la caméra pour dire, plusieurs fois,
On a lancé l'invitation, en tout cas on a essayé d'avoir le candidat Jacques Adoma sur le plateau pour essayer... Mais je pense que ça va pas tarder. Ah ben j'espère parce que ça fait plusieurs invitations. Oui. Voilà, donc là c'était tractation. En tout cas, il faut qu'ils sachent que quand on passe sur ce plateau-là, les choses qui se disent en général arrivent. Donc, oui, c'est ça. There can be miracle. When you believe. Mais donc, il va falloir aussi qu'on invite Senghor, s'il vous plaît. Rapidement, il ça en antenne. Voilà, le plateau panafricain, je veux bien. Il y a un petit nationalisme qui doit primer quand même. On va en parler à la fin de l'émission, il n'y a pas de problème. Pour le grand débrief. Bon, pour l'éducation nationale, malheureusement, en tant que Côte d'Ivoire, les nouvelles sont moins bonnes. Un affrontement donc, entre élèves a fait des victimes. Affrontement entre camps rivaux, dit-on, c'était le 5 février dernier, à Grand-Laou, ayant occasionné 2 blessés graves, 1 décès. C'est l'école en crise dans cette zone. Oui, l'école en crise et entendre le terme camps rivaux. Ce genre de terme, on l'entend dans les faits divers qui concernent le grand banditisme en général, ou voilà, les gangs, la mafia ou ce genre de choses. Et dans l'école Et dans l'école, c'est vraiment terrible de le constater. Et donc, pour reprendre les faits, c'est une bagarre qui a éclaté, selon des témoins qui étaient présents sur place, entre 2 syndicats d'élèves. Donc des membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, appelée FESI, et de la coordination des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CEECI. Et donc, c'était une bagarre au couteau qui a occasionné 2 blessés graves. Et malheureusement, l'un qui se trouvait dans un état très critique est décédé le lundi 8 février après son évacuation dans un hôpital à Abidjan. Il s'appelait, je vais retrouver son nom, il s'appelait Atsé Yapokalit. Donc, il était en classe de 3e. C'est vraiment terrible. Et donc, il est décédé après son évacuation dans un hôpital à Abidjan. Et de sources sécuritaires, les présumés auteurs des actes criminels ont donc été déférés devant les autorités judiciaires dans la matinée de ce lundi 8 février à Dabou, donc dans la ville où ça s'est passé, afin qu'ils répondent de leurs actes. On n'a pas l'objet, en tout cas, de cette rixe, de cette bataille, de cette bagarre, de cet affrontement. Qu'est-ce qui a occasionné cela? Pourquoi on en arrive à mort d'élèves et donc également à un blessé grave? Mais c'est dommage qu'on se retrouve encore dans ce genre de situation de violence au sein de l'école ivoirienne, et ça semble se perpétuer et s'aggraver d'année en année, et on a l'impression de ne pas trouver d'issue finalement. On parle d'un élève de 3e. Hein. Exactement, un élève de 3e qui est censé passer ses examens bientôt pour passer en seconde. C'est difficile et c'est terrible. Je prends toutes nos condoléances à la famille de l'élève disparu. Effectivement. Je pense on aimerait bien ne plus avoir... Mais ce n'est pas le premier cas. Pendant le mois de janvier également, on a eu 2 élèves qui ont menacé leur professeur avec une arme à feu, une carabine, si je ne me trompe pas. Et c'était à Wongolo-Dougou. Et je crois qu'ils le menaçaient parce qu'ils les avaient attrapés en train de regarder sur leur téléphone portable des films porno. Voilà. Wow. Eh ben, dis donc. D'accord. J'aurais dit pour adultes. Voilà. Bon, voilà, déjà que l'éducation nationale ne se porte pas très bien. Ça vient rajouter de l'huile sur le feu. Et des élèves qui demandent à partir en congé encore anticipé. Je crois que j'ai vu les formations pour les congés de février. Alors que certains ont aussi demandé à partir en congé anticipé pendant les fêtes, pour les fêtes de Noël, les vacances de Noël. C'est compliqué. On n'oublie pas aussi le rapport qui est tombé dernièrement. Oui, justement, hier, on en a parlé encore. On va interpeller les parents à la responsabilité. Oui, parce que le ministère a également demandé à ce que les parents prennent leurs responsabilités dans l'éducation. Et le suivi des élèves. Le suivi des élèves, voilà. Donc, tout le monde est impliqué. Entre autres, s'il vous plaît. Edith est arrivée. Entre autres. Elle a rajouté de l'huile sur le feu. Elle remet une couche. Non, c'est le cas. Mais moi, je pense que vraiment un diagnostic et une cellule de crise devraient être mises en place pour prendre à bras le corps cette question d'éducation dans ce pays. Parce que là, ça prend des proportions assez... Mais je pense qu'il est important d'avoir aussi plus tard, dans les jours qui viennent, la déclaration aussi de ces 2 secrétaires généraux, celui de la CEECI et celui de la FESI, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et quelle est leur responsabilité également dans ce drame. Ça s'est passé dans l'enceinte de l'école. Dans l'enceinte de l'école. Moi, je parle ce sont des syndicats, ce sont des membres de leurs syndicats, en tout cas, ce qui ressort. Donc, avoir également leur prise de parole à ce sujet, ce qu'ils en pensent et quelles sont les actions de sensibilisation
d'actions qu'ils ont prévues pour lutter contre ça, contre la violence à l'école. Il y a eu mort d'homme, donc ça fait l'objet d'une affaire judiciaire et en plus qui suit son cours, donc on n'aura pas forcément de déclaration. C'est important d'avoir une déclaration lorsqu'on est secrétaire général de syndicat d'élèves. Déjà pour condamner, et puis après dire qu'on attend que les responsabilités soient situées. Et comme disait Edith, quels sont les motifs? Non, mais qu'est-ce qui est mis en place en termes de sensibilisation justement pour ces étudiants? Mais moi, je pense que c'est des micro-événements qui se passent dans des micro-environnements, alors que pour moi, le problème est plus global. Donc aujourd'hui, ce problème, plus un autre problème devrait être mis sur la table et qu'on fasse vraiment une vraie réunion, qu'on fasse, de vraies rencontres pour situer les problèmes, situer les origines des problèmes et trouver des solutions de manière globale. Est-ce que vous pensez que Madame Diallo, est-ce que vous pensez que ce que vous proposez là n'a jamais eu lieu au niveau du ministère de l'Éducation nationale? Pour moi, si ça avait eu lieu ou si c'était en cours, quand le ministère de l'Éducation fait une sortie dimanche pour parler de ce rapport-là, il aurait fait état de réflexions qui sont en train d'être menées ou de stratégies qui est en train d'être mises en place pour pouvoir pallier à tous ces problèmes. Ça n'a pas été dit. Donc nous, on considère que pour le moment, en tout cas, on n'est pas au courant de discussions ou de réflexions sur le sujet. Moi, une chose est sûre, ça provoque des réflexions et puis je crois que ça interpelle les uns et les autres sur différents niveaux de responsabilité sur cette question. Alors, on va passer à un autre point, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs. On va aborder cette fois une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour celles qui défendent le genre sur notre plateau. Enfin, pour toutes les femmes, girl power, vous me direz ça? Non, pas du tout. C'est cette fois la Nigériane, on disait Ngozi Okonjo Iweala. Il faut prononcer comme ça. Ben, en roue libre, cette fois, elle, je crois que ça a déjà marché. Jacques Anouès se dirait, ah tiens, c'est pas mal ça. Pour être à la tête donc, de l'OMC, nommée directrice générale donc, de l'Organisation mondiale du commerce, on en parle avec Rabia Diallo. Oui, ça donne un sourire après cette petite discussion qu'on a eue qui n'est pas très agréable. Je pense que là, on a de bonnes nouvelles, surtout pour l'afro-optimiste là, Sophie Aïda, et pour la grande féministe Edith Brou. Et pour nous aussi. Pour vous. Pour nous, c'est sincèrement pour nous aussi. Pour les Hifoshi, comme exactement. vous vous faites appeler. Voilà. Et en fait, donc, il s'agit effectivement de cette Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, qui avait émergé comme la mieux placée lors des dernières élections, lors du dernier tour de l'élection qui s'était déroulée le 28 octobre 2020. Et donc, elle a été la mieux placée pour faire l'objet d'un consensus. Mais à l'époque, les États-Unis, sous l'administration Trump, avaient posé leur veto et avaient soutenu la candidature sud-coréenne de la ministre du Commerce de la Corée du Sud. Et justement, le vendredi dernier, donc le vendredi 5 février 2021, cette même ministre a officiellement retiré sa candidature pour le plus grand bonheur des femmes de l'Afrique. Et devant la délégation pour aller faire des tractations là-bas. En fait, on ne sait pas ce qui... Enfin, après, on ne sait jamais ce qui se passe derrière, mais on se réveille un matin, on dit « Ah, telle personne a retiré sa candidature » et du coup, la voix... Ouais, c'est surtout aussi que la Nigériane, la candidature de la Nigériane avait été réinitialisée, on va dire, par l'administration Biden, dès le lendemain de son investiture. Donc c'est peut-être ce qui a joué. Voilà. Ils ont sous le retrait voilà. En tout cas, lui, il a soutenu. L'administration Biden soutient la candidature de cette justement, un soutien même appuyé. Et donc voilà, ça lui ouvre la route complètement libre. Il n'y a personne d'autre. Et donc l'administration Biden a apporté son soutien de manière appuyée entre guillemets ce 5 février. Et là, les États-Unis rappellent la richesse des connaissances en économie et en diplomatie de la Nigériane et son expérience de direction à la tête d'une grande organisation internationale avec une diversité de membres, en l'occurrence la Banque mondiale. Elle a travaillé à la Banque mondiale environ 25 ans pour la Banque mondiale. Elle a atteint également le second poste de direction le plus élevé de l'institution. C'était en 2007, siège qu'elle va conserver jusqu'en 2011 lors de son retour au Nigeria. Elle a également été ministre des Finances plutôt au Nigeria. En 2003, justement, elle est la première femme à occuper ce poste-là.
Elle y sera jusqu'en 2006 et une seconde fois entre 2011 et 2015. Elle fera également un bref passage au ministère des Affaires étrangères, c'était en 2006. Pour ses études, elle les réalise brillamment. Elle quitte le Nigeria en 1973 pour les États-Unis. Elle complète un premier cycle en économie à la prestigieuse université d'Harvard. J'espère que je prononce bien. Harvard. Et quelques années plus tard, elle complète une thèse sur le développement agricole au Nigeria à l'Institut de technologie du Massachusetts. En tout cas, elle a une double nationalité parce qu'elle est aussi américaine. Donc, ce serait aussi la première fois qu'un Américain arrive à la tête de cette organisation. Et moi, ça me met un peu en difficulté pour la question que j'avais envie de vous poser. Aujourd'hui, une Africaine à la tête de cette organisation, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose pour l'Afrique ? Bon, après, on parle de zone de libre-échange. Vous avez communiqué par télépathie. Vous vous asseoir là, oui, pas de problème. En fait, on parle maintenant de la mise en place qui doit être effective de la zone de libre-échange économique en Afrique. Le poids du commerce africain, les échanges commerciaux avec les autres pays de l'OCDE, et des États-Unis et tous les autres est assez important quand même, il ne faut pas le négliger. Donc, sa présence pourrait forcément avoir un poids aussi, d'une certaine manière, parce que derrière sa candidature, il y a aussi le fait que, en plus de ses années d'expérience à la Banque mondiale, elle a été celle qui a le plus lutté contre la corruption. Elle était redoutée au Nigeria pendant son mandat, en tout cas ses 10 années au ministère. Elle a été très redoutée. On appelait Okonjo Wahala. Okonjo Wahala parce qu'elle luttait contre la corruption et ça lui a même valu en 2012 de voir sa mère kidnappée. Contre une demande de rançon, parce qu'on lui demandait de démissionner. Si elle ne démissionnait pas, on tuait sa mère qui avait été kidnappée. Donc malgré tout, elle n'a pas démissionné, elle a continué à lutter contre la corruption parce que l'Afrique l'intéresse. Elle a écrit 3 livres sur l'Afrique, le commerce et la lutte contre la corruption. Je pense que quand elle sera mise en place effectivement, officiellement, l'Afrique va compter dans les échanges. Justement dans le sens d'Edith, justement, elle a même le soutien de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque centrale européenne, qui a dit d'elle qu'elle est connue pour être une femme plutôt douce, on va dire, mais qui a une manière très authentique de gérer les problèmes. Mais par contre, derrière, mais en réalité, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et qu'elle viendra secouer cette organisation. Donc, que je reprenne un tout petit peu la parole parce que tel que vous êtes lancé, on aura toute la nuit en train de faire le lot de cette dame. Bah oui, ce serait très bien d'ailleurs parce qu'on on salue le mérite de cette dame, on salue son parcours exceptionnel. Et puis, je rappelle que sa nomination devrait intervenir, être prévue en tout cas pour le 1er mars 2021. Donc, c'est le jour de mon anniversaire. Très bien, voilà, c'est bien. C'est un beau cadeau d'anniversaire. C'est noté, Edith, pour vous. Notez, c'est placement noté. produit. Exactement, c'est placement d'anniversaire. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui pour notre live facture. On va marquer une pause et nous retrouver juste derrière pour recevoir notre invité. Monsieur Sidi Thiemoko Touré est avec nous sur le plateau. Il est, je vous rappelle, ministre de la Communication et des Médias. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau, avec beaucoup de plaisir. Tout à fait. Merci d'accepter d'être en notre compagnie. Merci. Ce soir, pour la petite anecdote, monsieur le ministre est venu, pas les mains vides. Il a un dossier qui l'accompagne. Il faut dire qu'on a des informations, on a des choses à partager avec l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est très important de communiquer, de partager ces informations. Mais avant, Alain Toussaint nous a rejoint. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Ça va vous-même? Très bien, très bien. Alors, vous avez la parole dans tout ça, vu que vous êtes le dernier à nous rejoindre. Oui, merci. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Alain. Juste une petite question d'actualité. Nous avons appris le vendredi 5 le décès d'un de vos prédécesseurs, Monsieur Laurent Donafologo. Et aujourd'hui même, mardi 9 février, la disparition de l'ancien président de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel, M. Tiakone. Comment réagissez-vous à la disparition de ces deux grandes figures de la vie politique de notre pays? Vous avez lâché le mot de deux grandes figures. Et ceci me permet effectivement de présenter toutes nos condoléances aux familles de ces élus disparus parce que ce sont des hommes d'État. Précisément en parlant du président Laurent Donafologo, je me souviens encore comme si c'était hier de la dernière conversation que j'avais avec lui, où je lui demandais, mais Monsieur le Président,
vous avez reçu tous les honneurs de l'État, c'est-à-dire il a obtenu la médaille de la Grande Croix de la République de Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais moi, je veux pouvoir vous honorer pour tous les services rendus au secteur de la communication et des médias. Mais vous avez déjà atteint le sommet des reconnaissances. Il m'a dit, écoutez, jeune frère, mon fils, vous avez de la possibilité, même si c'est officier ou chevalier, je suis prêt à prendre la reconnaissance. Et je crois que je le lui dois. En tout cas, ça a eu beaucoup d'émotions. Quand j'ai appris cette perte tragique, en plus de M. Tiakone, qui est un homme d'État aussi. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre, on va parler ce soir de TNT. Déjà, on pourrait un tout petit peu faire le point de l'implantation de la télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes déjà la télévision numérique terrestre. Il faut savoir ce que c'est. Parce que nous avons pour habitude d'avoir derrière notre téléviseur une technologie qu'on appelle l'analogique, qui diffère de la télévision numérique terrestre, qui nous permet aujourd'hui, par sa mise en œuvre, d'avoir des facilités en termes de qualité d'image, en termes de services ajoutés supplémentaires que sont en l'occurrence l'Internet, le téléphone et d'autres prestations particulières que pourront offrir la Société de télédiffusion IDT. Donc aujourd'hui, c'est autant d'éléments bénéfiques pour les citoyens ivoiriens qui permettront, à travers la TNT, d'avoir ce rayonnement au niveau national. Donc nous sommes aujourd'hui à près de 72% de taux de couverture au niveau national. Et le dernier acte du développement de la TNT en Côte d'Ivoire a été bien sûr l'extinction du signal analogique à Korogo. Alors Monsieur le ministre, pardon, vous parlez de 72% de couverture nationale, c'est en termes géographiques, mais le nombre de foyers aujourd'hui qui ont accès à la télévision via la TNT. Non, 112%, c'est en termes de population couverte, la population ivoirienne. Mais le nombre de foyers qui, effectivement, reçoivent la télévision via la TNT. Le nombre de personnes recevant la télévision en Côte d'Ivoire, d'après une enquête de 2011, c'est environ 40%. Il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans. Ce sont des chiffres qui méritent d'être actualisés. Je pense qu'on ne devrait pas être très loin. Mais aujourd'hui, du point de vue spatial, mais en tenant compte spécifiquement de la concentration des populations au niveau géographique, c'est 72% de la population ivoirienne. Plus simplement, on peut dire aujourd'hui que les Ivoiriens ont accepté le concept de TNT. Le concept de TNT est dans notre quotidien, mais peu d'Ivoiriens le savent, puisque déjà le principe de la stratégie nationale de déploiement de la TNT a été adopté en 2012. Et déjà en 2014, il a été acté par décret l'interdiction d'importation d'appareillages qui ne disposent pas de dispositifs TNT. En l'occurrence, aujourd'hui, tout téléviseur que vous avez acheté depuis 2014 dispose déjà d'un décodeur intégré systématiquement. Donc depuis lors, j'imagine que les Ivoiriens individuellement changent leur télévision au moins chaque 4 ans. Enfin, c'est une moyenne que nous pouvons estimer. Donc forcément, une grande majorité de la population ivoirienne a acquis le décodeur sans le savoir. Il reste maintenant juste à avoir l'antenne. En plus du décodeur, il faut l'antenne. L'antenne, c'est juste l'antenne qu'il faut. Monsieur le ministre, je vais revenir encore sur permettez-moi, les 72% concernant la TNT en termes de couverture. Est-ce qu'on a une répartition par zone géographique au sein du territoire? Est-ce qu'il y a des disparités concernant Abidjan et les villes de l'intérieur? Est-ce que vous avez des chiffres? Oui, déjà. La situation déjà. Avant les chiffres, peut-être déjà la situation. Abidjan est-elle mieux couverte que les zones de l'intérieur? Quelles sont ces zones? Est-ce qu'on a des chiffres précis? C'est vrai que c'est 72%, mais c'est un peu vague. Oui, 112%, je reviens là-dessus encore une fois. Abidjan, c'est pratiquement 6 millions d'habitants. Korogo, c'est 2 millions d'habitants. Et Bouaké, c'est dans cet ordre approximativement. Et le principe de la TNT fonctionne par cellule. Et nous disons 112% de la population ivoirienne par rapport aux cellules installées relativement aux différentes zones géographiques. C'est ainsi qu'en parlant de Korogo, qui est une zone en guillemets qui n'est pas aussi urbanisée qu'Abidjan, qui a un potentiel de taux de pénétration de la TNT près de 80%, vous pouvez vous attendre à ce qu'Abidjan soit suffisamment élevé dans la mesure où nous disposons de toutes les technologies, tous les dispositifs d'accompagnement. Donc aujourd'hui, nous avons l'assurance que, quels que soient les événements spécifiques, nous serons certains de pouvoir permettre la pénétration de la TNT
dans les foyers des Ivoiriens. Alors, pour cette mutation dans la logique au numérique, quel type d'accompagnement l'État a-t-il apporté d'une part aux opérateurs du secteur, mais également à des acteurs publics comme les collectivités locales? Quel type de relations avez-vous noué pour permettre le déploiement effectif de la TNT sur l'ensemble du territoire? Parce que là, vous nous parlez de chiffre de 72%, mais il apparaît clairement lorsqu'on se rend à l'intérieur du pays, et même ici dans la capitale économique, que la plupart des Ivoiriens reçoivent les chaînes dites de la TNT à travers des bouquets satellitaires, notamment de deux principaux opérateurs que je ne citerai pas, mais on en parlera un peu plus tard. Donc il y a quand même aussi, entre la parole publique et l'acte public, il me semble un fossé. Qu'en est-il exactement? Monsieur le ministre. Écoutez, dans la conception de la TNT, le véritable bénéficiaire, la personne à la fin du processus, c'est le consommateur, c'est le citoyen ivoirien. Et dans le processus, il est acquis que le citoyen ivoirien ne doit pas payer un franc pour accéder à la TNT. En réalité, c'est ce qu'on appelle le service universel d'information qui doit bénéficier directement aux populations. C'est pour cela que l'État ne lésine pas sur les moyens d'accompagnement. J'en veux pour preuve les exonérations concédées par ailleurs sur l'importation du matériel qui ont permis d'ailleurs de pouvoir plafonner les prix de l'antenne à 10 000 francs et le décodeur à 6 000 francs CFA. Ceci permet en réalité de rendre accessibles ces différents matériaux accessibles aux différentes populations ivoiriennes. Secondo, vous avez aussi, dans le déploiement du dispositif national, nous avons au niveau local, il y a des campagnes qui sont faites pour pouvoir permettre aux populations d'avoir l'information relativement à l'installation ou la disponibilité de ces différents dispositifs auprès des différents fournisseurs spécifiques. Donc, beaucoup d'éléments qui font sacrifice que l'État a consenti, d'ailleurs, sur ces différents deniers pour pouvoir permettre l'accès au dispositif TNT au niveau national aujourd'hui. Mais, excusez-moi Brice, sur l'accessibilité des chaînes dites de la TNT, il apparaît que c'est via des réseaux de satellites, des bouquets satellitaires qu'on accède. Ce qui veut dire que dans la pratique, les Ivoiriens ne sont pas forcément équipés des antennes dont vous parlez. Donc sans doute que l'État n'apporte pas le soutien, le support qu'il faut aux populations pour accéder à leur chaîne nationale, parce que les chaînes de la TNT sont d'abord des chaînes nationales pour la plupart du temps. Exactement, les chaînes de la TNT sont d'abord des chaînes nationales et c'est d'ailleurs ce qui a justifié la prise d'un décret par le président de la République pour que l'accès à la TNT, quel que soit le support, qu'il soit satellite ou terrestre, soit gratuit. En somme, si vous disposez d'un bouquet satellite, pour ne pas citer les noms des différents diffuseurs de bouquets satellites, si vous disposez d'un boîtier satellite, vous devez avoir accès gratuitement, nonobstant le fait que vous ne payez pas l'abonnement, vous devez avoir accès gratuitement aux différentes 7 chaînes de télévision TNT, en plus des 2 bouquets qui sont payants. Mais il y a des bouquets qui ont créé même des offres spéciales TNT qu'elles font payer. Non, mais ça, c'est un abus que la ACA, qui est l'autorité en charge de la régulation du secteur, est en train de régler d'ailleurs. Et ce n'est pas seulement, ce n'est pas justement, ce n'est pas exclusivement sur ceux qui font payer les boîtiers TNT spécifiques, hein, mais c'est surtout aussi ceux qui disposent d'un bouquet qui font payer les abonnements nonobstant l'expiration de ceux-ci dans leur bouquet. Vous n'avez pas été très surpris lorsqu'on parlait de ces contrevenants-là. Vous dites que vous en avez déjà entendu parler. Il y a eu même un acte, comme je le dis, un décret qui a été pris pour réguler cet abus. Donc on va l'appeler ainsi. Et donc l'AACA, en train de sensibiliser les uns les autres, a rétabli les faits pour ne pas que le consommateur soit lésé. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'amener les citoyens ivoiriens à avoir accès à plusieurs chaînes, à une variété de programmes de façon gratuite, sans payer un rond. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, tout à l'heure, pour rendre accessible la TNT à un plus grand nombre, donc pour tout vous dire, des efforts sont faits pour ne pas que ce soit trop cher. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des efforts supplémentaires soient faits pour que ce soit encore un peu plus moins cher dans les prochains jours? On peut l'espérer? Je pense que ce qui a été fait, il faut déjà l'absorber, la capacité d'absorption. Il faut déjà absorber ce qui a été fait. Et je pense que les Ivoiriens n'ont pas entièrement absorbé ce qui est en train d'être fait.
Et la perspective d'ailleurs de l'extinction devrait accélérer la cadence dans la mesure où déjà Korogo, qui est une région lointaine d'Abidjan, c'est déjà équipé, est doté de la TNT dans le quotidien de leur vécu. Serge. Justement, pour vous emboîter le pas, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pensez que le délai de ce premier trimestre-là pour pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire est raisonnable? C'est une très bonne question. Le délai fixé du premier trimestre pour pouvoir clôturer l'exploitation de l'analogique est une très bonne question. Nous avons un petit gap financier que nous sommes en train de chercher à combler. Nous avons eu une réunion là-dessus avec le ministre de l'Économie et des Finances aujourd'hui. Je pense que nous allons certainement avoir un petit glissement de 2 mois qui nous permettrait de pouvoir définitivement clôturer la phase d'extinction de l'analogique au niveau national. Il est bien rappelé qu'il y a eu 26 milliards de francs CFA investis pour le projet, Monsieur le Ministre. Un peu plus. Nous sommes aux alentours de 30 milliards de francs CFA, tout chiffre intégré. Donc c'est un projet énorme et il nous reste justement dans ces 30 milliards de francs CFA à mobiliser environ 12 milliards de francs CFA pour boucler le projet d'installation de l'infrastructure et pour pouvoir définitivement être à pratiquement 98% de taux de couverture au niveau national. Ça nous envoie jusqu'au premier semestre? Non, ceci nous envoie au plus tard le deuxième trimestre. Voilà. Donc premier semestre au plus tard, au grand plus tard. Mais c'est un glissement tout à fait naturel parce que rappelez-vous, normalement, le projet à l'initial avait pour objectif de se terminer le 17 juin de l'année 2020, qui était une obligation de l'UIT, qui est l'institution internationale chargée des télécommunications. Mais du fait, malheureusement, de la Covid, il y a eu des impondérables qui se sont glissés à l'intérieur parce que beaucoup de spécialistes dans l'installation de ces infrastructures viennent soit d'Afrique du Sud ou bien des États-Unis, avec les contraintes, n'ont pas pu venir faire le travail sans oublier les ralentissements dans l'importation du matériel technique adéquat. Donc nous sommes en train d'essayer de compenser et rattraper le retard. C'est ce qui justifie d'ailleurs, entre autres, en plus du différentiel de 12 milliards qui doit être mobilisé sur le marché interne auprès de nos banques pour pouvoir nous permettre de finaliser le processus au plus tard, on va dire, le premier semestre de l'année 2021. Monsieur le ministre, je vais revenir juste sur un aspect technique qui concerne justement la visibilité des chaînes nationales de la TNT. On a observé que la plupart des bouquets reléguaient au rang 200, 300 les chaînes nationales. Dans d'autres pays comme la France, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a imposé aux diffuseurs de réserver les canaux du numéro 1 au numéro 23 aux chaînes de la TNT, c'est-à-dire celles qui sont gratuitement accessibles. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement envisage une telle initiative pour imposer aux opérateurs que les 10 ou 15 principaux ou premiers canaux de leur bouquet soient réservés aux chaînes de la TNT? Parce que je trouve, et je pense beaucoup de personnes aussi, quand même étrange, que les chaînes nationales, comme celle de la télévision publique, Live TV et d'autres, soient reléguées au numéro 200, 204, etc., 206. Oui, enfin le concurrent 204, mais Live TV 206, etc. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Parce qu'il y va quand même de la souveraineté nationale. On ne peut pas venir dans un pays, profiter des ressources, donc les fréquences de l'État et imposer ces règles. Donc comment comptez-vous contraindre ces bouquets à respecter l'ordre des choses et quelles mesures envisagez-vous prendre, c'est-à-dire mesures coercitives, dans le cas où elles ne respecteraient pas comparativement à les dispositions de l'État? Monsieur le ministre. Je rappelle qu'Edith a demandé la parole. Hein. Oui, mais répondez-nous déjà, monsieur le ministre. Alors, je ne sais pas pour quelle raison monsieur le ministre est devenu distributeur de parole sur le plateau, mais bon. Mais c'est une question facile. Non, je vais répondre effectivement. Non, je pense dans le processus de concurrence, de la bonne gestion de la concurrence établie par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, vous avez la ACAC, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a procédé à un tirage au sort pour le positionnement des différentes chaînes, dans l'ordre qui est celui établi à ce jour. Quant à savoir si ça devrait commencer à partir du 200 ou bien à partir de 1, ceci relève véritablement de la prérogative de la ACAC, je pense qui a intégré certaines de ces observations par ailleurs qui pourront faire l'objet d'une réactualisation en temps opportun. On le souhaitera en tout cas. Edith, vous avez la parole. Merci, j'ai la parole. Alors, concernant l'entrée des nouvelles chaînes de télévision privées dans l'espace audiovisuel,
Qu'est-ce qui est prévu en termes de ressources et d'accompagnement pour leur permettre de se développer surtout? On parle de redevance qui était jusque-là réservée à la chaîne nationale. Comment est-ce que vous avez prévu d'aider ou d'accompagner toutes ces structures, ces chaînes de télévision privées à se développer? Parce que, comme l'a dit Alain Toussaint, il y va de la souveraineté nationale. À l'initiale, lorsque... Oui, à l'initiale. Non, c'est une question intéressante. Une très bonne question d'ailleurs. Parce qu'à l'initiale, imaginons Live TV qui doit se créer dans un environnement tel qu'en Côte d'Ivoire, sans que la TNT n'existe. Il lui fallu que Live TV investisse dans les infrastructures, ce qui reviendrait au final en termes de coûts, peut-être 2 fois ce que Live TV a payé ce jour pour pouvoir émettre. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris la décision d'investir dans les infrastructures et offrir ces infrastructures aux différents éditeurs pour pouvoir faire leur émission. C'est en cela que la FTV se retrouve à payer le montant que la FTV a payé pour pouvoir être aujourd'hui disponible. Ça, c'est déjà un accompagnement qu'offre l'État de Côte d'Ivoire à ces différentes chaînes qui se retrouvent. Et ce n'est pas de petits montants. C'est un très gros accompagnement que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition de ces différentes sociétés. Secondo, maintenant, je pense qu'au vu des difficultés que certainement cette entreprise, qui est d'abord une entreprise privée, exactement, voilà, à but lucratif, il faut le relever, qui doit par ailleurs se bonifier par son initiative personnelle pour pouvoir produire de la marge de rentabilité. L'État fait des efforts concurrentiels que nous connaissons. L'État fait ce qu'il peut pour pouvoir accompagner cette structure comme d'autres structures, en l'occurrence dans la période de la Covid. Et ce qu'il peut, là, il contient quoi? En le facilitant l'accès à plus de ressources, peut-être de fiscalisation, ce genre de choses, pour vraiment accompagner. Je vais juste compléter la question d'Edith. Est-ce que le meilleur accompagnement ne serait-il pas d'obliger, ou en tout cas de décréter que la télévision publique se contenterait de la redevance et que, par exemple, la publicité en access ou en prime time serait réservée aux seules chaînes privées nationales? Parce que la RTI, pour ne pas la citer, est déjà financée par la redevance, mais en plus, elle capte une part substantielle du gâteau publicitaire en Côte d'Ivoire. Donc, l'État, dans son rôle de régulation et puis également d'équité, ne devrait-il pas songer à délimiter le périmètre de la diffusion publicitaire sur la chaîne publique, notamment télévision, radio de la RTI, et laisser les radios, télévisions privées profiter de ce gâteau-là, notamment à partir de 19h par exemple? En tout cas, je vous voyais venir comme des nageurs dont on voit le dos. En effet. C'est un plaidoyer. Non, j'entends ce plaidoyer depuis plusieurs mois d'ailleurs. En fait, le sujet de la redevance n'est pas nouveau. Pour ce qui relève de la Côte d'Ivoire, c'est environ 2000 francs CFA qui est prélevé sur certaines factures. Ce n'est pas toutes les factures, c'est certaines catégories de la population ivoirienne qui sont prélevées sur ce montant. J'aimerais vous ramener à l'exemple britannique, la BBC, pour laquelle d'ailleurs il y a un prélèvement de près de 120 000 francs CFA pour pouvoir financer cette institution de médias. Et en plus, mais qui ne diffuse pas de publicité. Qui ne diffuse pas de publicité, je suis d'accord. Ça, c'est un exemple. Prenons le second exemple, qui est l'exemple français, qui prélève approximativement 98 000 francs CFA pour pouvoir soutenir la chaîne publique, qui fait de la publicité, mais pas en prime time. Donc, en fait, qui fait quand même de la publicité. Donc, chaque pays a son modèle. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous avons pris l'option que la redevance, jusqu'à preuve du contraire, relève de la RTI et aujourd'hui partagée avec IDT, selon les dernières instructions du Premier ministre sur le sujet. Maintenant, pour ce qui est de la requête du partage du gâteau publicitaire tel que vous le dites, l'option aussi demeure de pouvoir donner la possibilité à la RTI qui a dans sa charge un certain nombre de missions régaliennes d'éducation, qui a dans sa charge un certain nombre de missions qui vont au-delà de ce qu'un concurrent, je veux dire privé,
est en capacité de faire. Quoi, par exemple? Bon, parce que la difficulté pour une chaîne, je dirais, institutionnelle, c'est qu'elle n'a pas la flexibilité de pouvoir produire ou diffuser des programmes à souhait de façon, je dirais, flexible, comme le ferait par exemple NCI, excusez-moi si je cite NCI, comme le ferait Live TV, etc. Donc cette liberté d'initiative n'est pas fortement, reste quand même un sujet au niveau de la RTI, dans la mesure où la RTI est amenée à pouvoir assumer des missions régaliennes d'éducation, de formation et de différentes populations. Donc il y a un programme préétabli pour l'éducation des populations au niveau de la RTI. C'est ce qui justifie d'ailleurs que nous puissions l'accompagner parce que ce n'est pas forcément un programme qui peut atteindre un certain niveau. Oui, mais c'est à l'État de l'accompagner. Est-ce que la publicité peut être laissée aux entreprises privées? C'est le cas. La publicité est laissée aux entreprises privées. Oui, mais à partir de 20h, même 19h, sur la chaîne publique, il y a des tunnels de publicité, alors que ces ressources-là pourraient être dévolues aux chaînes privées. La compétition reste ouverte aussi bien pour vous que pour la RTI, puisque vous êtes en compétition. Donc, dans ce cas, la redevance pourrait en partie être distribuée aux chaînes privées, par exemple, aussi? Non, ce n'est pas l'option choisie par l'État de Côte d'Ivoire, dans la mesure où vous n'avez pas les mêmes missions. Vous avez un but purement lucratif et une certaine liberté qui vous permet de faire ce que vous voulez. Et la RTI est dans un carcan institutionnel qui l'oblige à assumer l'éducation selon l'orientation du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la position de la RTI par rapport au gouvernement, c'est la position du premier fils qu'on a eu? Il y en a eu d'autres enfants, mais on continue à garder... Qui est avantagé? Voilà, c'est cet enfant qui est avantagé aujourd'hui. Non, ce n'est pas que le premier enfant est avantagé, c'est tout simplement que vous avez des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Voilà, des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Et donc, pour éviter de pénaliser l'institution nationale, et c'est le cas dans tous les différents pays, ce n'est pas une exception à la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tantôt, chaque pays dispose de son modèle comme il l'entend. On a parlé du modèle britannique, on a parlé du modèle français, et c'est le modèle ivoirien qui est celui que je viens de décrire. Monsieur Sidi Tiemoko Touré, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau encore une fois. Merci, monsieur le ministre. Merci. Alors, Edith, vous souhaitiez rebondir Avant qu'on passe à la prochaine partie, oui. Donc, monsieur le ministre, dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel, il est prévu la création d'une structure de mesure d'audience unique, consensuelle et neutre, qui va réunir tous les médias au sein d'un groupe d'intérêt économique. Où en est-on actuellement? Parce qu'on sait qu'il y avait eu certaines bisbilles en décembre 2020, lorsque, je vais le citer puisque ça vient de Jeune Afrique, lorsque Canal+ avait distribué aux annonceurs une mesure d'audience, et la RTI et d'autres chaînes de la TNT avaient saisi l'AAK à ce sujet pour dénoncer son attitude. Donc, est-ce que cet organe, cette structure de mesure d'audience est toujours prévue? Où en est-on? D'ailleurs, relativement à cette dernière information, vous avez vu la réaction du ministère de la Communication et des Médias qui a très vite remis les choses dans l'ordre, dans la mesure où l'organe en charge de la gestion de la mesure d'audience en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil supérieur de la publicité. Le Conseil supérieur de la publicité, où siègent d'ailleurs tous les différents acteurs de l'écosystème de la communication et des médias, y compris les éditeurs et les annonceurs. Dans le cadre justement de cet organe-là, a été mis en place un comité. C'est comme ça que ce dispositif fonctionne, qui statue régulièrement sur la problématique de la mesure d'audience. Il existe deux options dans l'approche du Conseil supérieur de la publicité pour adresser la problématique de la mesure d'audience. Le CSP peut procéder à des enquêtes propres par ses propres moyens si les ressources sont disponibles. 2, le Conseil supérieur de la publicité peut procéder, toujours relativement aux mesures d'audience, peut procéder à la certification de toute étude privée sur le secteur de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs vu que le Conseil supérieur de la publicité n'a pas été saisi dans le cadre de cette enquête auquel vous faisiez allusion, qu'il y a eu ce communiqué de redressement qui a permis de remettre les choses dans l'ordre. Donc aujourd'hui, l'organe existe au sein du Conseil supérieur de la publicité. On peut dire qu'aujourd'hui, en termes de mesure d'audience, elle n'est pas encore
effective, on va dire. Si la mesure d'audience, l'organe de mesure d'audience existe et a commencé à rendre ses décisions depuis l'année dernière. Très bien. Monsieur le ministre, on parlait d'extinction du signal et après on est passé à l'extinction progressive. Il y a un mot qui s'est rajouté, certainement pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Je ne vois peut-être pas tout à fait d'accord avec cela. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que comment ça va se fonctionner? Comment ça va évoluer dans la tête de nos téléspectateurs qui ne savent pas un matin, qui entendent Monsieur le ministre en train de dire, ou les uns et les autres en train de dire, attention, on va passer une extinction progressive. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? L'option adoptée dans le cadre de la stratégie de déploiement de la TNT en 2012, c'est l'extinction progressive. Encore une fois, la TNT procède de cellules et l'option prise, c'est d'arrêter région après région les différents signaux de l'analogique. Et c'est en cela que la région du Poro a fait la première expérimentation. Alors, ils étaient là un matin. Et puis, ceux qui n'avaient pas la TNT ont vu leur télévision. Comment ça fonctionnait? À l'initiative du chef canton, d'ailleurs, même qui allait appuyer le bouton. Voilà, qui allait appuyer le bouton. Et puis, effectivement, il y a eu cette déconnexion. Et comme je l'ai dit, il y a une procédure, d'ailleurs, dans le choix des différentes localités. La procédure va par l'appréciation que le taux de pénétration de la TNT dans la localité est supérieur au taux d'absorption de l'analogique. Ça, c'est un premier élément d'appréciation. Deuxième élément d'appréciation, l'implication des autorités locales dans la sensibilisation des différentes populations qui vivent dans la région. Et puis, troisièmement, bien sûr, la disponibilité des différents décodeurs au cas où les besoins s'expriment pour pouvoir en faire l'acquisition. Ces trois critères étaient rassemblés au niveau de la région du Poro, ce qui justifie d'ailleurs qu'on se projette sur une autre région, et la région visée à court terme, ce sera la région de la Marawe. Très bien. Monsieur le ministre, pardonnez-moi de revenir sur le point concernant la mesure d'audience pour ma gouverne. Vous avez dit depuis 2000... cette mesure d'audience, elle existe depuis 2020, c'est ça? Ou 2012? En réalité... Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas encore de vraies données concernant cette mesure, alors que les annonceurs également observent ces mesures-là pour pouvoir partager la publicité. Ils réclament même déjà... Est-ce que le CSP a déjà produit récemment, en 2020, des mesures d'audience des chaînes de la TNT? Le CSP dispose d'analyses et d'études en son sein concernant la notoriété des différentes chaînes. Il faut peut-être le dire aux différents téléspectateurs, les véritables bénéficiaires des mesures d'audience, ce n'est pas eux, c'est plutôt les différents éditeurs, les différentes chaînes, puisque c'est ce qui permet aux différentes chaînes de se vendre, d'avoir cette publicité par programme ou bien par chaîne spécifique. Donc c'est un peu ça l'enjeu, c'est ça l'intérêt. Et il y a des choses qui existent. Mais à ce stade actuel, il faut juste relever que la mesure d'audience n'a pris son intérêt que depuis bientôt quelques mois en réalité, parce que le principe existait, les prérogatives existaient, mais n'avaient jamais véritablement été objet d'un enjeu très fort que depuis qu'existe la TNT et que depuis qu'existe toutes ces 7 chaînes, plus les 2 bouquets dans le cadre de la TNT. Et donc, bien sûr, ça se met en place. Il faut s'attendre à ces mesures-là. Est-ce à dire que les équipes du CSP doivent monter en compétence, puisque maintenant on a des chaînes privées nationales, doivent monter en compétence pour réaliser ces mesures d'audience qui étaient autrefois réalisées par des sociétés privées? Est-ce qu'il faut qu'elles montent en compétence pour maîtriser ces publications de mesures d'audience, réaliser ces études? Capacité de réaliser ses propres études, ça je l'ai dit, ça fait partie des prérogatives du CSP. 2, certification des études, réalisées par des privés. Nous sommes dans une économie libérale, une entreprise peut entreprendre de réaliser des études. À partir de ce moment, ces études n'auront valeur nationale que lorsque le CSP l'aura validé. Exactement. Et c'est à cet effet qu'il a été sollicité auprès des différents éditeurs
de contribuer à la stabilisation. Depuis l'année dernière, d'ailleurs, tout le monde a contribué à la stabilisation des critères d'appréciation, de la lecture et de la validation des différentes études qui sont réalisées par des entreprises privées. Autre chose à présent, Alain Toussaint. Alors, rapidement, Monsieur le ministre, parlons des législatives. Vous êtes candidat à Béoumi. Bien sûr. Mais on va parler d'un point de vue global. Comment, pour le gouvernement, ces législatives à venir se présentent-elles? Sachant que la campagne n'a pas encore démarré. Il ne faut pas communiquer pour l'instant. C'est le point de vue du porte-parole, certainement. C'est juste l'avis du gouvernement qui organise les élections. En fait, on a reçu le président de la CEI qui a été très clair la semaine dernière sur le fait que la campagne n'avait démarré. Il faut dire qu'il n'y a aucun rapport entre la première information de votre candidature et la question qui a suivi. Monsieur Alain Toussaint. Voilà. Tout à fait. Bon, okay. Alors, Monsieur le ministre, comment les choses se présentent? C'est une gymnastique pour arriver à trouver l'équilibre. Ici, ça s'appelle un tir groupé. Non, mais déjà, je suis candidat à ma succession. C'est une information à partager. Et deuxièmement, je pense que pour un membre du gouvernement, Ahmed Bakayoko, sous l'égide du président Alassane Ouattara, c'est une élection capitale qui rime avec perspective en termes de stabilité, perspective en termes de sécurité, perspective en termes de développement. Donc ce sont autant d'enjeux qui justifient cette mobilisation nationale pour les personnalités que nous sommes, je parle des membres du gouvernement, assis autour de la table, qui voyons le potentiel de la Côte d'Ivoire et ce que nous pouvons gagner avec un leadership porté par Alassane Ouattara. Et donc c'est vraiment ça que les différents membres du gouvernement, pour ceux qui sont engagés dans la campagne, vont aller défendre. Alors, d'un point de vue purement politique, on est sorti d'une grosse crise politique au moment de la présidentielle. Le fait que l'opposition qui avait boycotté la présidentielle soit présente le 6 mars prochain est un motif de satisfaction pour le gouvernement? Motif de grande satisfaction, parce qu'enfin, les Ivoiriens se parlent entre eux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fuites en avant dans le débat politique depuis plusieurs années. Il est bon véritablement que les Ivoiriens, qui sont les seuls juges de leur destin, puissent se prononcer sur ce qu'ils apprécient ou non dans une gouvernance. Et c'est eux seuls qui sont en mesure de décider. Je pense que seuls, allons-y devant eux et ils décideront de ce qu'ils veulent pour leur pays et pour leur région. Monsieur le ministre, merci d'avoir été en notre compagnie ce soir pour parler de la TNT qui est en train de véritablement se mettre en place. Et donc, votre présence certainement sur ce plateau va encore une fois booster les uns et les autres à basculer, parce que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus. On n'a pas le choix. Vers cette technologie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci Alain Toussaint, Serge Kouachi, Sophie Aïda, Edith Broubleu, Rabia Diallo. Toutes les équipes techniques éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.